Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Ce soir, je reçois Thibaut Marchal, co-secrétaire départemental du Parti de gauche dans les Yvelines. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Thibaut Marchal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 21 novembre 1984, vous avez donc 31 ans, vous êtes professeur de sciences économiques et sociales à Guyancourt et militant du Parti de gauche depuis sa création en 2009. Vous êtes d'ailleurs co-secrétaire départemental dans les Yvelines. Ensemble, nous évoquerons votre parcours, l'actualité du Parti de gauche. Nous vous interrogerons aussi sur l'actualité sociale et la mobilisation contre la loi travail actuellement débattue à l'Assemblée nationale. L'Hebdo Politique, le Money Time. Mais on commence cette émission avec le Money Time, une série de questions-réponses assez rapides pour avoir votre point de vue sur l'actualité. 7 Français sur 10 considèrent que la lutte des classes est toujours d'actualité selon un sondage Odoxa. Vous partagez ce point de vue ? Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Oui. D'après un sondage Ipsos, 88% des Français souhaitent un vrai chef en France pour remettre de l'ordre. Qui pourrait incarner ce chef selon vous, même si j'ai une idée déjà? Alors, que vous allez me donner. Je n'ai pas la culture du chef, mais les institutions font qu'on a besoin effectivement d'une personne pour prendre la décision au départ, ne serait-ce que pour les changer ensuite. Et Jean-Luc Mélenchon est la meilleure personne pour changer les institutions. La France est aujourd'hui dans le top 5 des pays exportateurs d'armes. Dernier contrat en date, la vente de 12 sous-marins à l'Australie pour 34 milliards d'euros. Faut-il s'en réjouir pour l'économie et l'emploi ? C'est une très bonne question. Il faut toujours se réjouir que la France soit en pointe dans certains domaines et qu'on crée des emplois. Ceci dit, effectivement, pour créer des armes, c'est toujours un problème. L'utilité sociale et écologique de la production doit être au cœur de notre réflexion. Et donc, moi, ça me pose problème. C'est encourageant parce que ça montre l'excellence française, mais je pense que nos ingénieurs sont capables de concevoir d'autres choses que des sous-marins militaires. Êtes-vous favorable à l'installation de portiques de sécurité à l'entrée des établissements scolaires ? Je suis totalement opposé à ce genre de mesures. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça implique pour vous ? Déjà, ça coûte extrêmement cher. Ensuite, ça ne sert vraiment à rien. Par ailleurs, si ça va créer des attroupements d'élèves à l'extérieur de l'établissement, donc des cibles privilégiées, on va dire, c'est encore plus facile d'attaquer un attroupement à l'extérieur que des élèves à l'intérieur. Par ailleurs, on n'est pas en France dans un niveau tel de violence scolaire à l'intérieur des établissements pour qu'on ait besoin de contrôler les élèves de cette façon. Les JO s'approchent à grands pas pour Rio. Êtes-vous favorable à Paris 2024 ? Est-ce que vous souhaitez voir les Jeux Olympiques à Paris en 2024 ? Non. Pourquoi ? Je ne le souhaite pas. C'est d'abord parce que c'est de l'argent dépensé, de l'argent public dépensé pour une poignée de personnes. Le sport, c'est quelque chose de très important pour nous, mais le sport pour tous. Or, on n'a pas besoin d'infrastructures de cette envergure-là pour faire jouer tout le monde à différents sports. On a besoin, au contraire, de plein de petites structures locales. Et aujourd'hui, le sport business, le sport sponsor, ce ne sont pas de bonnes valeurs et ce n'est pas bon pour la santé. Pour Nicolas Sarkozy, il n'y a pas d'alternative crédible au nucléaire. Ce sont des déclarations qu'il a fait au journal du dimanche. Il promet même, si la droite revient au pouvoir, de ne pas réduire la part du nucléaire dans notre production d'électricité. Erreur ou bon sens ? Grosse erreur. Nous sommes partisans au Parti de gauche de la sortie programmée et progressive du nucléaire avec le scénario qui s'appelle Négawatt, que je vous encourage à consulter en ligne. L'idée, c'est pas d'arrêter du jour au lendemain les centrales nucléaires, mais de bien comprendre qu'il y a un risque technologique, un risque environnemental, et donc que nous avons aussi le savoir-faire de trouver d'autres moyens. Je pense notamment à la centrale de géothermie profonde qui existe en Guadeloupe et qui
est menacée d'ailleurs de privatisation. On a un savoir-faire français extraordinaire dans ce domaine, la géothermie, mais aussi les hydroliennes, sous-marines. On est en pointe de ces technologies, et si tout l'argent qu'on dépensait actuellement pour renouveler les centrales nucléaires était réorienté vers ces nouvelles technologies de production de l'énergie, eh bien, on serait autonome de l'uranium, parce qu'en plus, il faut savoir que l'uranium est en stock limité et qu'on n'en dispose pas tant que ça en France, donc on importe de l'uranium. D'après un sondage BVA, Omar Sy, originaire de Trappes, est la personnalité préférée des jeunes. Il devance Barack Obama et Will Smith. Quelle est votre personnalité préférée à vous, si vous en avez une? Peut-être pas. Entre les trois, je sais pas. Je Bon, dirais, ça peut être entre les trois, ou ça peut être aussi un choix personnel. Oh là, non, j'y ai pas réfléchi. J'avoue que c'est trop dur de dire quelle est ma personnalité préférée. Un acteur, un chanteur, un romancier peut-être. Non, là, comme ça, je bloque un petit peu. Mais j'aime bien Omar Sy. Je rigole bien. Et puis, c'est vrai qu'une personnalité qui vient de Trappes, c'est toujours... Il y en a beaucoup, d'ailleurs. Hein. Oui, il y en a beaucoup. L'hebdo politique. Premier thème de cet hebdo politique, on va parler de vous et de votre parti. Mais d'abord, de votre parcours. Vous êtes militant du parti de gauche depuis sa création en 2009. Avant cela, avant 2009, vous étiez déjà engagé en politique, ou alors c'était quelque chose de lointain pour vous? J'étais engagé, oui et non. Je n'ai pas eu de carte politique. J'ai adhéré en ligne et à distance au Parti Socialiste au moment de son congrès de 2008. 2008, oui, à Reims. Voilà, j'y ai jamais mis les pieds, si ce n'est pour voter pour la motion de Benoît Hamon à l'époque. Et de Jean-Luc Mélenchon, que je ne connaissais presque pas. Et puis j'ai reçu son appel, ça suffit comme ça, je crée un parti de gauche. Parce que le congrès de 2008, il y avait eu les histoires entre Ségolène Royal, Martine Aubry, le PS au bord de l'implosion. Et puis cette réunion, on va dire, de tous les courants de la gauche du PS qui s'étaient rassemblés derrière Benoît Hamon, Emmanueli, Jean-Luc Mélenchon, disons que mes connaissances socialistes m'avaient convaincu que le PS pouvait s'ancrer durablement à gauche par cette motion-là. Donc j'avais adhéré en ligne, j'étais allé voter. Et puis j'avais été déçu du score final et j'avais préféré rejoindre Jean-Luc Mélenchon en dehors du Parti socialiste. Votre engagement à gauche, c'est une histoire personnelle, c'est une histoire de famille. Est-ce que chez vous, on vote traditionnellement à gauche? Pas spécialement. Alors, pas spécialement. Mon père est politisé, il a même été conseiller municipal. Mais non, ma famille n'est pas spécialement engagée à gauche. Du coup, en 2009, ce qui vous a poussé à vous engager, c'est vraiment l'appel de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est plutôt une personne qu'un parti ou un nouveau parti. C'est vraiment... Alors, je ne le connaissais pas vraiment, Jean-Luc Mélenchon. J'avais déjà entendu son nom. J'étais jeune, hein, quand même. Mais son appel, ça suffit comme ça, c'était exactement ce que je ressentais à ce moment-là. C'est-à-dire l'impression que la gauche n'avançait plus, qu'il n'y avait plus de solution, qu'on était coincé derrière un parti socialiste qui devenait de plus en plus un astre mort, sans idée, avec uniquement des élus qui cherchent à se replacer. Et donc j'ai vraiment cru dans ce projet d'un parti creusé qui allait refonder la gauche en s'alliant tout de suite avec le Parti communiste, en fait de créer un nouveau parti à la place que devrait occuper le Parti socialiste. Le constat que vous faites sur le Parti socialiste à cette époque, j'imagine qu'il J'ai malheureusement eu raison. Ils sont plus que jamais un astre mort. Jean-Luc Mélenchon a donc créé avec d'autres le parti de gauche en 2009. Officiellement, aujourd'hui, il n'a plus aucun mandat au sein de votre parti. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez? On a un peu l'impression qu'avec le départ de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi un peu médiatiquement le parti de gauche qui s'est lui aussi éteint, si je peux me permettre. Alors, la faute n'est pas au parti de gauche, mais aux médias qui ne veulent inviter que les personnalités qui passent bien. Je dis pas ça pour vous, mais je dis ça pour les principales chaînes de télé nationales, bien sûr, qui préfèrent toujours demander à Jean-Luc Mélenchon plutôt que demander à nos coordinateurs politiques de venir en plateau. Mais non... Comment dire, Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme qui est brillant par son parcours, par ses discours, mais qui en avait, entre guillemets, marre de s'occuper du parti. C'est pas un homme d'appareil, ça ne l'intéresse pas de savoir si un tel a mis telle couleur sur l'affiche ou un tel a renouvelé sa cotisation. C'est quelqu'un qui a d'autres atouts, mais qui est peut-être
pas assez organisé pour ça d'ailleurs. Et donc il a préféré laisser sa place à la direction du parti. Il est quand même encore député européen. Et à ce titre, il siège à la direction du parti. Donc il n'est pas membre de la direction. Il y a encore mais, un lien, je veux dire. Entre voilà, le il n'est parti pas de membre gauche et de la Jean-Luc direction, Mélenchon. mais il y est toujours adhérent. Et en tant que député européen, il siège à toutes les réunions de direction. Quand Voilà. on consulte le Facebook ou le Twitter du parti de gauche, il y a encore ce lien important avec Jean-Luc Mélenchon. Oui. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème, clairement, pour permettre à quelqu'un d'émerger, qui est toujours l'ombre un peu plus ou moins prenante de Jean-Luc C'est Mélenchon? le problème. Tout à l'heure, on parlait de personnalisation et une grande partie des Français qui attendent un leader qui viendrait sauver la France. Nous, on n'y croit pas. Mais tout est fait pour nous y obliger. Parce que, effectivement, mais c'est comme avec Nuit debout, on exige de Nuit debout d'avoir des représentants clairement identifiés qui aillent parler dans les médias. On attend d'un parti, notamment dans le cadre de la Ve République, qu'il ait une tête d'affiche, qu'il ait un porte-parole, qu'il ait quelqu'un de connu, entre guillemets. Et donc, on a toute une série de membres du secrétariat exécutif national qui ont chacun leur tâche et chacun leurs compétences. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on revient toujours à Jean-Luc Mélenchon parce que il parle bien, parce qu'il a une grande expérience. On va reparler de Jean-Luc Mélenchon, mais du parti de gauche et de votre rôle à vous en tant que co-secrétaire départemental. Ça fait 3 ans maintenant. Oui. On va être franc, les Yvelines, c'est pas forcément le meilleur terrain pour un parti classé à gauche de la gauche. Bah, c'est sûr que on ne s'attend pas à avoir la victoire dans notre département en premier, même si il faut voir aussi tout le potentiel. Les Yvelines, c'est un département industriel, c'est un département très grand en territoire, en population, et puis très diverse, des terres agricoles, des terres... enfin voilà, donc... Tout est possible. Tout est possible. Et puis, il y a encore quelques bastions, quelques villes très à gauche. Je pense aux villes communistes de Limay, de La Verrière. La Verrière ici à Saint-Quentin. La Verrière à Saint-Quentin en Yvelines. Donc, il y a encore beaucoup. Et il y a même dans les villes où la gauche fait que quelques pourcents, tout confondu, tout rassemblé, il y a de véritables militants très engagés et ça fait plaisir de militer aussi. Comment on porte ces valeurs dans un département si ancré à droite? Est-ce qu'on emploie peut-être une autre méthode, une autre façon de faire? On est peut-être moins clivant? On a peut-être un discours un peu plus arrondi ou pas du tout la même ligne? Alors, nous, c'est vrai qu'au parti de gauche, on s'en sort, j'allais dire, par le haut, en parlant souvent de la politique nationale. D'accord? Ce qui veut dire que la politique, par exemple, départementale, vous convient aujourd'hui avec Pierre Pas du Lédier, tout. Pas du tout. On a fait, d'ailleurs, on a signé des communiqués communs, notamment sur la petite enfance, sur beaucoup de sujets, la fusion peut-être voilà. aussi entre le 78 Ah, et le 92. la fusion entre les deux départements, pour l'instant, on ne s'est pas encore prononcé dessus, mais ça viendra. Effectivement, les logiques mises en place qui visent à éloigner les centres de décision de la population, parce qu'à chaque fois, c'est ça, on fait passer de la commune à la communauté d'agglomération, on fusionne des départements. Finalement, l'électeur est de plus en plus lointain de son élu qui prend la décision. Quand c'est un élu, parce que dans la communauté d'agglomération, certes, c'est un élu, mais on n'a pas vraiment pu le choisir. C'est en votant pour les conseillers municipaux qu'on choisit les conseillers communautaires. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a ce genre de logique, nous, on est plutôt opposés à ça. On veut rapprocher la politique des gens. Combien d'adhérents vous revendiquez au sein du parti de gauche dans les Yvelines? Est-ce que vous avez un chiffre précis? Est-ce qu'il est en hausse, en baisse? Alors, comme souvent dans tous les partis politiques d'ailleurs, on a une phase d'adhésion autour des élections présidentielles et législatives, et puis ensuite, souvent, ça décroît. Donc là, on arrive en bas de la pente, et puis ça va remonter. Donc aujourd'hui, on a moins de 200, je crois qu'on est à 150 adhérents à jour de cotisation. Voilà. Donc c'est un chiffre qui va remonter au moment des élections présidentielles. Remonter là, dans l'année, ouais. On va parler justement de ces élections présidentielles avec Jean-Luc Mélenchon qui a décidé il y a plusieurs semaines déjà de se lancer seul dans la course présidentielle. Est-ce que c'est une initiative qui vous convient, à vous, que vous soutenez, le fait de partir sans réel parti comme ça? Alors, il ne part pas seul, il part sans parti préexistant. Voilà, parce que il est quand même aujourd'hui soutenu par 100 000 personnes en France. Il est soutenu par plusieurs partis politiques, le parti de gauche,
a déclaré son C'est votre son candidat à soutien. vous aujourd'hui. Aujourd'hui, le Parti de gauche, lors de son conseil national, a déclaré que oui, il soutenait la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est aussi le cas d'un parti petit et récent qui s'appelle Nouvelle Gauche Socialiste, composé d'anciens socialistes, qui soutient aussi la candidature de Jean-Luc Mélenchon et d'autres petits partis ou morceaux de partis, des listes entières, des militants du Parti communiste qui ont signé un texte comme quoi ils soutenaient Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, petit à petit, il y a de plus en plus d'organisations, y compris associatives, qui soutiennent cette candidature. Du coup, on oublie les primaires, un temps imaginé. Alors, à nous, les gauche. primaires, nous y avons toujours été opposés dès le Pourquoi départ. Pour plusieurs raisons. L'une des principales raisons, c'est cet aspect médiatique qui est justement personnalisation à outrance, c'est-à-dire que au lieu de combattre les idées de l'adversaire, c'est-à-dire la droite ou l'extrême droite, on va combattre les personnalités de notre propre camp pendant 6 mois, se taper dessus, pour savoir lequel est le mieux à même de porter nos idées. Ça veut dire qu'au sein, c'est une par perte de exemple, temps. du Front de gauche ou du Parti de gauche, tout le monde a les mêmes idées, il n'y a pas de Non. courant de pensée, Alors, il n'y a pas de façon Par de voir ailleurs, les choses par différentes. ailleurs, pour nous, il était hors de question de faire des primaires avec le Parti socialiste, puisque le Parti socialiste soutient la politique du gouvernement, qui, pour nous, n'est plus une politique de gauche. Et des primaires avec le Parti communiste, Les- les Verts, pour Alors- avoir un seul candidat au lieu d'en avoir peut-être 3 ou 4. Alors, avec Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français, moi, je souhaite effectivement qu'on ait des candidatures communes. Maintenant, la procédure de primaire, pour moi, n'est pas une bonne méthode. Encore une fois, parce qu'elle met l'accent sur la personnalité. C'est un jeu médiatique plus qu'un jeu politique, et c'est une perte de temps puisque vis-à-vis de l'extérieur, en fait, on va s'adresser finalement qu'à notre électorat pendant 6 mois, tout en se tapant les uns sur les autres, créant des tensions, plutôt que de s'adresser à l'ensemble des Français en montrant l'aberration de la politique adverse. Par ailleurs, donc, à part ce jeu médiatique et de personnalisation, la primaire est, comment dire, c'est aussi, malheureusement, ceux qui vont participer à cette primaire, c'est une partie seulement de la population. Toute la population ne va pas participer. Or, notre tâche, notre fonction, nous, en tout cas mon envie, en tant que co-secrétaire départemental du Parti de gauche, c'est d'intéresser les gens à la politique. Mais c'est important de savoir, par exemple, les électeurs du FN, quel candidat ils veulent pour le Parti de gauche. Ben non, je veux pas savoir, je veux pas que les électeurs Donc FN... on peut pas demander à tout le monde son avis Non, sur une non, primaire. non, mais je vous parle en termes de sociologie politique. Souvent, les classes les plus populaires, les ouvriers, votent moins et encore moins dans des élections primaires. Donc finalement, c'est qu'une partie très politisée de notre électorat qui va choisir parmi les candidats, et donc pas forcément choisir le meilleur candidat, mais choisir le candidat qui correspond à la vision de cette partie, de ce segment-là de notre électorat. Donc ça aussi, c'est un gros biais des primaires. Quelles sont vos relations aujourd'hui au sein du Parti de gauche avec le Parti communiste français? Est-ce que c'est toujours votre allié numéro 1 comme à l'époque de 2012? Et le Front de gauche, existe-t-il Alors, encore ce Front de Il gauche? existe encore des Officiellement collectifs front de gauche, y compris dans les Yvelines. Vous travaillez dans les Yvelines avec le Parti communiste Oui, français? tout à fait. Alors, il existe un collectif juste à côté, à Vélizy, Jouy-Vélizy. Ils ont un collectif très actif qui organise des conférences qu'on peut télécharger en ligne si on ne peut pas y aller. Et donc, c'est toujours un collectif front de gauche avec des noms encartés, des adhérents du Parti communiste et le soutien du Parti de gauche, bien sûr. On travaille encore ensemble, par exemple aussi sur Saint-Quentin-en-Yvelines, sur un collectif pour l'eau. La gratuité des premiers mètres cubes par un retour en régie publique de l'eau, la municipalisation. Donc on sur travaille. des sujets spécifiques, on on travaille travaille. ensemble, mais pas tout le temps. Ben, On n'est plus dans la même union qu'en 2012 concrètement. malheureusement, j'allais dire, le Front de gauche a été un peu trop souvent un cartel électoral. Un cartel de partis au moment des élections. C'est-à-dire qu'il y a certains endroits, comme je vous citais, des collectifs front de gauche ont véritablement travaillé localement, sur des thématiques locales ou nationales, par un vrai travail de terrain, mais la plupart du temps, surtout à l'échelle départementale, c'était plutôt un accord de parti qu'un travail de fond, malheureusement. In fine, est-ce que vous pensez que tout le monde va se rallier derrière Jean-Luc Mélenchon Je- à l'aube du premier tour? Je l'espère. Est-ce que je le pense? Ce serait prétentieux, mais je pense par contre que nos partenaires y ont intérêt. C'est-à-dire que le Parti communiste français soutient encore le programme L'Humain d'abord et que c'est la base
de notre candidature, le programme C'est Humain le programme d'abord. de 2012. Le programme on de rappelle, 2012 qu'on met à jour. Donc il y a beaucoup de contributions d'ailleurs, puisque pour le mettre à jour, j'avais Qu'est-ce qui noté change juste justement avant. entre 2012 et 2017 Alors, donc, ce programme, il a été fait en 2012, donc il y a quelques chiffres datés, mais il y a aussi un contexte européen qui a évolué, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Du coup, Jean-Luc Mélenchon a confié à deux de ses proches, donc Jacques Généreux, qui est un économiste assez connu, puisqu'enseignant à Sciences Po, le soin d'encadrer, on va dire, une équipe qui remet à jour ce programme par des contributions en ligne. Et donc actuellement, tous ceux qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon peuvent contribuer directement sur son site et cette commission programme, on va dire, travaille tout ça. Par ailleurs, ils entendent ensemble des experts, différents économistes, philosophes, représentants syndicaux, représentants associatifs. Et au mois de novembre, ce qui est prévu en octobre-novembre, c'est de soumettre la synthèse de ce programme à ceux qui ont appuyé la candidature et à ceux qui veulent nous rejoindre. Voilà. Les sondages sont assez favorables pour l'instant à Jean-Luc Mélenchon, crédité autour de 10 à 16% d'intention de vote. C'est de nature à vous rassurer, ces sondages, des sondages qu'il critique lui souvent quand ils sont défavorables, ou alors vous vous dites un an auparavant, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est toujours la question piège, parce qu'effectivement les sondages, il faut s'en méfier, d'abord parce qu'ils sont créateurs d'opinion plus qu'ils ne sont informatifs, c'est-à-dire qu'on questionne les personnes sur les personnalités qu'on a choisies, en formulant la question que l'on a choisie. Donc on obtient aussi le résultat auquel on peut s'attendre. Alors, c'est une bonne nouvelle que Jean-Luc Mélenchon soit testé, parce que ça veut dire qu'il est considéré comme crédible par les instituts de sondage et par les médias, et c'est une bonne nouvelle qu'il obtienne de très bons résultats. Surtout, ce qui est encourageant, c'est qu'il arrive parfois, rarement, à frôler l'égalité, voire à dépasser François Hollande, et donc toute la logique, parce qu'il y a une grande partie encore des électeurs de gauche qui est traumatisée par 2002, et qui veut voter utile. Donc voter Mélenchon, ça serait voter ça utile. deviendrait le vote utile, puisque ce serait la personnalité en tête des sondages de la gauche. Vous craignez d'ailleurs un 21 avril 2002 bis, c'est-à-dire sans candidat de gauche au second tour. Clairement, si on a un candidat du Parti Socialiste qui sera, c'est sûr, le cas à 100%, Oui. Jean-Luc Mélenchon, un candidat écologiste, imaginons un candidat communiste, Alors, plus un candidat du NPA, moi, je suis plus pas Nathalie persuadé. Arthaud, Je ne suis ça pas va en faire persuadé. des listes. Alors, c'est vrai que la division à gauche peut être un facteur explicatif de l'absence de candidats de gauche au deuxième tour. Je ne suis pas persuadé que ce soit la principale explication, parce qu'elle existe aussi, la division à droite. Il y a Ramayad, il y a l'UDI qui ne veut pas participer à la primaire de la droite et du centre. Peut-être qu'à l'extrême droite, ils vont être plusieurs, parce que vu comme c'est parti, on ne sait jamais. Moi, ce que je pense, c'est que la vraie question, c'est celle des abstentionnistes. Est-ce qu'on arrive à mobiliser les abstentionnistes pour le deuxième tour ? C'est ça l'enjeu. Et c'est ça qui va permettre de ne pas avoir à faire un choix entre la droite et la droite extrême ou l'extrême droite au deuxième tour. C'est est-ce que, oui ou non, on a réussi à mobiliser les électeurs ? Et la France insoumise. La J'allais France vous poser la insoumise. question. Qu'est-ce que c'est la France insoumise, puisque c'est le nom du projet de Jean-Luc Mélenchon, enfin, Oui. Le titre peut-être. c'est je sais pas ça, c'est comment on peut que nommer pour ça. l'instant, le mouvement s'appelle la France insoumise, effectivement. JLM 2017, la France insoumise. Qu'est-ce que c'est la France insoumise ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, Concrètement. en référence à son dernier ouvrage, L'ère du peuple, c'est l'idée vraiment d'opposer le peuple, les 99%, face à la caste dirigeante, la caste qui prend les décisions, qui sert ses intérêts. Donc l'idée, c'est de faire prendre conscience aux 99% que la situation dans laquelle on est injuste, n'est pas équitable. Et donc qu'il faut non seulement s'indigner, mais aller plus loin. C'est-à-dire être fier d'être rebelle, être fier d'aller dans la rue, être fier de réclamer. Parce qu'on y a droit, parce qu'on est un pays riche, parce qu'on est au XXIe siècle, parce qu'on est la terre de la Révolution et des Lumières, on y a droit. J'allais vous poser la question, ça ne veut pas dire qu'il y a une France soumise. C'est-à-dire que Non. c'est vraiment 99% contre 1%. Alors la proportion exacte... Oui, enfin la proportion, on va pas... Ouais. On pourra jamais vraiment la vérifier, mais... Je pense pas qu'il y ait une France c'est-à-dire que soumise... tous ceux qui ne votent pas Jean-Luc Mélenchon ne sont pas soumis. Non, je pense que parfois ils n'osent pas. Mais ils ne sont pas soumis. Quand on interroge nos voisins, nos collègues de bureau, ils ont toujours quelque chose sur lequel râler ou s'agacer. Le problème, c'est qu'ils ne passent pas de cela à
concrétisation politique, par un engagement politique. Et c'est ça qu'on leur propose aussi par cette démarche sans parti. C'est-à-dire que l'idée n'était pas de mettre de côté les partis politiques. L'idée était de proposer aux gens d'adhérer directement, d'aller s'exprimer directement, de contribuer au programme directement, de soutenir Jean-Luc Mélenchon directement, et non pas de devoir passer par l'intermédiaire d'un parti politique qui ensuite va rechercher ses intérêts. Parce que aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 2017, c'est pas seulement les élections présidentielles, c'est aussi les élections législatives. Et de ces élections découle le financement des partis politiques pour les 5 années qui suivent. Donc l'accord qu'on va trouver a une importance fondamentale pour les partis politiques. C'est leur financement qui est en jeu. Donc, si on invite les gens à s'intéresser à la politique et à s'engager dans un parti avec lequel personne n'est 100% d'accord avec son parti, c'est extrêmement rare, et pour finalement se retrouver dans des guerres d'appareils où on lutte pour avoir telle ou telle place de député ou tel point ou tel c'est pas motivant. C'est pas motivant. Donc, il faut, dans un premier temps, mobiliser les gens sur un projet, sur un programme, derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui promet une chose, c'est de changer de République. Tout à l'heure, vous parliez du problème des leaders. La 5e République, c'est toujours un leader. Là, depuis tout à l'heure, on parle de Jean-Luc Mélenchon. C'est lui aussi la figure du leader, clairement. Il aime ça aussi, apparemment. Il aime incarner quelque chose. Il faut aimer ça, sinon il ne faut pas le faire. Donc cette figure du leader, finalement, elle est là quoi qu'il arrive. Pour l'instant, parce qu'on en a besoin. C'est une première étape avant. C'est une première étape. Comme il l'a très bien dit et il l'a promis, et jusqu'à présent, il a tenu ses promesses, à moins que vous trouviez une promesse qu'il n'ait pas tenue. Il l'a promis dès qu'il aura installé la constituante pour changer de République et que donc on sera passé à la 6e République. Il prendra les clés de l'Élysée, il les jettera et il rentrera chez lui. Avant de faire une pause musicale, Thibaut Marchal, pourquoi, selon vous, depuis 2012 et les 11% de Jean-Luc Mélenchon, c'est le Front National qui capte les voix des déçus, des partis traditionnels? Comment, alors que, on va dire, au soir du premier tour de 2012, vous étiez presque à égalité avec le Front National, il y avait aussi cette bataille pour les législatives, on se rappelle de la lutte entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Aujourd'hui, le Front National a clairement pris le dessus. Comment vous expliquez cela? Alors... Je crois quand même que dans l'esprit des gens, le gouvernement était un gouvernement de gauche. Et c'est un gouvernement qui déçoit. Et donc qui démobilise. C'est-à-dire que notre électorat, qui pourtant n'a pas voté pour François Hollande, mais a voté pour nous, a l'impression que la gauche a trahi, que la gauche est incapable, etc., etc. Et donc est démobilisé. C'est pas que le Front National gagne beaucoup en électeurs, c'est surtout que nos électeurs potentiels ne vont plus voter. C'est surtout ça qui explique la... Alors que le Front National, lui, garde ses électeurs et même les amplifie. Exactement. Lui, il est sur une légère dynamique de progression. En termes de pourcentage, ça se traduit bien parce qu'il y a une hausse de l'abstention. En termes de voix, on ne peut pas dire que ce soit une progression faramineuse. Par contre, nous, c'est vraiment ça. On subit les conséquences de la chute du Parti socialiste. Et c'est terriblement injuste, surtout pour le parti de gauche, parce que depuis 2012, on a refusé de s'allier avec le Parti socialiste, on a refusé parfois au deuxième tour de faire des appels à voter pour le candidat socialiste. Moi-même, j'étais candidat suppléant au départemental la semaine dernière, l'an passé, en mars 2015. Et le candidat socialiste m'en veut encore de ne pas avoir fait d'appel clair à voter pour lui. Une question avant de faire une pause musicale. 1936, la gauche, ça vous fait penser à quoi? Forcément au Front populaire. Front populaire, au congé payé. Ça a du sens encore aujourd'hui. Bien sûr. Est-ce qu'on peut imaginer un Front populaire en 2017? On peut imaginer un Front populaire en 2017. Mais pas avec le PS actuel. Pas avec le gouvernement PS actuel. Après, peut-être qu'on trouvera des personnalités au Parti socialiste qui pourraient participer à ce Front populaire. Pourquoi pas? J'en vois quelques-unes, mais c'est pas... ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en 1936, il y avait un mouvement dans la rue, comme aujourd'hui. Et que le gouvernement des socialistes de 1936 n'aurait peut-être pas fait tout ce qu'il a fait s'il n'y avait pas eu une pression sociale forte. Donc, on est dans un contexte qui est favorable, c'est-à-dire que les gens s'insoumettent, en ont marre, ont envie que ça change et se mobilisent à travers des façons très diverses. Ça peut être des combats thématiques, mais aussi Nuit debout.
qui me semble cristalliser ce genre de choses. Donc pourquoi pas un front populaire, oui. On va parler justement de Nuit debout après une pause musicale qui va durer quelques instants et on parlera justement de ces mouvements sociaux. L'hebdo politique sur Sensation. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Thibaut Marchal, co-secrétaire départemental du Parti de gauche. On va aborder maintenant l'actualité la plus récente et notamment les manifestations contre la loi travail. Le Parti de gauche est farouchement opposé à ce texte. Oui. Cela veut-il dire, selon vous, qu'il ne faut pas revoir le Code du travail ? Est-ce que ce n'est pas un sujet pour vous important d'actualité et qui devrait être mis en avant ? Le Code du travail n'est pas le principal problème de l'environnement économique de notre pays, loin de là, au contraire. Et nous sommes effectivement pour le retrait de cette loi. Pour plusieurs raisons. Bien sûr parce qu'elle va précariser la population et parce que, d'un point de vue salarié, c'est une atteinte grave à nos droits. Mais aussi parce que la logique même de cette loi est mauvaise. C'est-à-dire que moi j'entends bien les concessions faites sur la définition de licenciement économique ou autre, mais c'est pas... Bien sûr que ça joue, mais ça ne suffit pas parce que cette loi part du postulat que la négociation locale et collective peut déroger à la loi. C'est-à-dire n'est pas bon pour vous ? Imaginez que les habitants de telle ou telle ville décident que le rond-point chez eux ne se prend plus dans le sens habituel, mais dans l'autre sens, parce qu'ils trouvent ça plus esthétique ou agréable. Avec la loi travail, on peut prendre ce type de décision qui irait complètement à l'inverse de la loi. On peut déroger à la loi. Sur tous les dossiers. S'il y a un accord collectif, c'est ce que prévoit la loi, c'est que l'accord collectif puisse permettre de déroger à la loi sur le temps de travail, sur la rémunération, sur les pauses. À chaque fois, c'est un minima. Justement, la loi qui aujourd'hui est le minimum et l'accord collectif peut faire mieux pour le salarié, eh bien, l'idée c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire que la loi ne serait plus un minimum mais un indicateur, on va dire pas théorique mais un indicateur, et l'accord collectif pourrait revenir sur des acquis du Code du travail. Et donc c'est ça qui est fondamentalement dangereux dans cette loi. Aujourd'hui, il y a eu des modifications. Le texte est arrivé en début de semaine à l'Assemblée nationale. Pour vous, tout le texte est acheté ou il y a quand même des éléments qui sont bons, sur lesquels on pourrait peut-être les conserver pour une future loi, notamment sur les droits à la formation des salariés ? Alors, comme je vous le disais, le texte est à retirer parce que sa philosophie de départ est mauvaise. Après, est-ce qu'il faut modifier les choses en matière de réglementation du travail ? On peut toujours effectivement travailler sur le droit des salariés. Moi, je pense que l'une des principales mesures qu'il faut mettre en place, c'est la réduction du temps de travail. Donc ça fait partie... Les 32 heures ? Les 32 heures. Exactement. Pour donner du travail à Nous sommes favorables au partage du temps de travail, exactement. Vous pensez que ça, c'est concrètement une idée qui va avoir le consentement de la majorité des Français ? Alors, on a fait croire aux Français que les 35 heures avaient conduit la France dans une situation insoutenable par rapport à l'Allemagne c'est ce que dit la droite, nos voisins. Pas forcément le Parti socialiste aujourd'hui. Voilà, donc c'est une erreur. Les 35 heures ont permis des gains de productivité phénoménaux en France. On est champion d'Europe, voire du monde, de la productivité horaire du travail. Ça veut dire qu'un travailleur français produit plus en une heure que n'importe quel autre travailleur du monde. Donc on est très bien formé, très bien organisé. Réduire le temps de travail, finalement, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est plus nombreux, mais on est aussi beaucoup, beaucoup plus riche. Donc on a en moins de temps, on peut produire autant qu'avant. Pourquoi continuer à travailler 35 heures ? Et le sens du progrès humain, c'est de produire de moins en moins, de travailler de moins en moins, de produire autant en travaillant tous moins, en partageant. Myriam El Khomri, la ministre du Travail, a affirmé il y a quelques jours que ce débat, celui sur la loi du travail, serait clos dans 6 mois quand la loi sera promulguée. Pour les opposants à ce projet, à ce texte, comme vous, comme le Parti de gauche, comme de nombreux syndicats, comme beaucoup de gens qui manifestent, quels sont aujourd'hui les moyens d'action qu'il faut mettre en place ? Maintenant qu'on est devant le temps parlementaire, comment on agit contre ce texte ? D'abord, il faut se souvenir que c'est pas parce qu'une loi commence à être discutée que la rue doit se taire. La démocratie, c'est bien sûr nos représentants élus, mais c'est aussi écouter les syndicats, les associations et les mouvements dans la rue, parce que ça fait partie des formes d'expression du peuple, puisque à défaut d'avoir un mandat que l'on peut interrompre si on n'est pas d'accord,
On le propose d'ailleurs, nous, la possibilité du référendum révocatoire, c'est-à-dire de récolter des signatures et de dire là, mon député est en train de parler de quelque chose qu'il n'avait pas prévu de faire lorsqu'il s'est présenté à moi, et donc je souhaite le remplacer, ou en tout cas faire une motion de censure pour qu'il gagne sa légitimité à discuter de ce texte, ou au contraire qu'il s'en aille. Donc nous, on réclame ça parce que, à défaut d'avoir cette modalité de contrôle sur nos élus, eh bien, il faut bien qu'on puisse donner notre avis. Et il ne faut pas opposer donc la démocratie des élus représentants à la démocratie de la rue. Ce sont deux aspects de la démocratie qui vont ensemble. Donc il faut continuer à se mobiliser. Je me rappelle pour la loi du CPE, contrat première embauche, on a continué à nous mobiliser. Il a fallu que Jacques Chirac retire la loi après qu'elle ait été promulguée. Donc on a encore largement le temps de la rue, dimanche 1er mai, 80 000 personnes qui défilent en France, c'est moins qu'en 2015, c'est moins évidemment que le 28 avril, c'est moins que le 31 mars. On a l'impression qu'il y a un essoufflement. Alors, est-ce que c'est par rapport à une adhésion, par rapport au texte, ou alors c'est aussi l'image que peut dégager les manifestations avec des gens qui cassent, avec les problèmes avec les CRS, les voitures qui brûlent? Il y a beaucoup de choses dans votre question. D'abord, comment vous expliquez je pense qu'il faudra parler de la violence aussi après, mais d'abord revenir sur la mobilisation. Cette mobilisation contre la loi travail, elle a commencé il y a un moment, dès le 9 mars. Elle s'est amplifiée dans un premier temps. Peut-être que les cortèges sont moins nombreux aujourd'hui, mais ils sont aussi très nombreux dans de très nombreuses villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi une diversité du mouvement. Non seulement il y a beaucoup de cortèges, mais il y a aussi beaucoup de nuits debout qui sont créées sur cette thématique du retrait de la loi travail. Et des nuits debout, par exemple, dans les Yvelines, il y en a 4 ou 5. Il y en a à Rambouillet, tous les vendredis soirs. Il y en a à Mantes-la-Jolie. Il y en a à Saint-Quentin en Yvelines. Il y en a... Donc, des nuits debout, il y en a partout. Alors, à chaque fois, c'est un très petit nombre de personnes, mais parce que c'est local, justement, parce que les gens, peut-être, n'ont pas envie ou ont peur ou n'ont pas le temps d'aller à la capitale pour manifester, mais ils sont contre cette loi. Tous les sondages le montrent, la majorité des Français sont plutôt opposés à cette loi travail. Donc voilà, il y a peut-être un essoufflement du mode manifestation toutes les 2 semaines, une journée toutes les semaines ou une journée toutes les 2 semaines. Les gens n'y croient pas trop, n'ont pas envie de perdre une journée de salaire ou un dimanche en famille ou retour de vacances en plus en Ile-de-France, c'est compliqué. Voilà, je pense que c'est ça essentiellement qu'il faut garder. Et les violences ? Alors sur les violences... Il y a plusieurs interpellations à chaque fois, il y a des images chocs, alors qui bien sûr ne résument pas la totalité du mouvement, il faut être clair, précis, mais ça fait partie également malheureusement du mouvement. Ça fait partie du mouvement et malheureusement c'est aussi une volonté, je crois, du gouvernement. Vous pensez qu'aujourd'hui le gouvernement fait tout pour qu'il y ait des violences pour discréditer le mouvement de base ? Oui, je crois que le gouvernement cherche à discréditer le mouvement, il cherche à opposer les manifestants les plus radicaux des autres, il souhaite que nous disions oui, nous condamnons les violences. Bon, évidemment, tout le monde, en tout cas au parti de gauche, on n'aime pas que des gens cassent ou dégradent ou frappent. On n'est pas des brutes. Donc il y aurait un complot quelque part entre les casseurs et l'État. Moi, je peux vous dire, il n'y a pas de complot entre les casseurs et l'État, mais l'État se sert des casseurs. Un accord tacite en tout cas. Ce que je peux vous dire, c'est que jeudi, j'étais dans le cortège parisien. On avait un groupe de personnes qui clairement étaient venues, sans doute pour en découdre avec la police. Leur tenue vestimentaire le laissait à penser, d'accord ? Généralement, ils sont cagoulés, en noir, cagoulés avec des masques pour faire face au gaz lacrymogène. Exactement. Ces personnes ont marché en tête de cortège, de d'Enfer jusqu'à la gare d'Austerlitz. Ils ont été encadrés dès le début par plus de CRS et de gendarmes mobiles et de Robocop qu'ils n'étaient. Donc on aurait pu, si vous dites, les arrêter dès le début. Mais on a préféré les coincer sur le pont d'Austerlitz. C'est-à-dire que d'Enfer jusqu'à Austerlitz, les policiers étaient en rang serré autour d'eux, forme de provocation, puisque eux étaient venus, entre guillemets, pour cela. Et ensuite, on les coince, c'est-à-dire que le pont a été fermé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aussitôt des jets de pavés et de bouteilles et donc une réplique en gaz lacrymogène. Hier c'était pire
Hier, ils ont séparé les policiers ont séparé le cortège en deux et ont gazé une partie de la population. C'est-à-dire que Ce qu'il faut dire que c'est peut-être les partis, les syndicats qui devraient s'organiser pour qu'il y ait plus de sécurité lors des l'ordre manifestations. public, c'est la mission de la police. Ce qu'il faut bien voir, c'est que j'accuse pas les policiers. J'accuse le ministre, M. Cazeneuve, qui donne l'ordre à la BAC d'intervenir pendant les manifestations. Ce qu'il faut savoir, c'est que la brigade anticriminalité... C'est des informations qui n'engagent que vous, pour le coup. Ah ben... demandez à des C'est pas policiers. des informations officielles, en tout cas. Demandez à des policiers. Donc les policiers de la BAC ont l'ordre d'intervenir et en tout cas ils sont là, on peut le constater. Ils sont là dans les manifestations alors que ce n'est pas leur mission. Ils ne sont pas formés pour encadrer des manifestations. Ils sont formés pour plein d'autres choses. Lutte contre la criminalité en civil d'ailleurs dans les rues des villes. Mais ils ne sont pas formés pour encadrer des manifestations. Pourtant ils sont là. D'accord. Et puis on a donc ces cortèges je les appelle les Robocop parce que leur équipement est impressionnant, qui sont là de façon ostensible et à des endroits où on ne les attend pas. C'est-à-dire que, évidemment, on a besoin de forces de police pour encadrer ces cortèges. D'une part, pour faire la circulation. D'autre part, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'infiltration et de violence entre les manifestants. D'autre part, in fine, pour évacuer, pour s'assurer que la dispersion se fasse dans le calme. Donc, on a besoin de forces de police. Mais on n'a pas besoin que ces forces de police soient provocatrices dès le départ, que ce soit des corps qui n'aient rien à faire là, qu'il y ait des arrestations, qu'il y ait des provocations. On a bien compris votre point de vue. Un mot maintenant. Je termine juste. Allez-y, rapidement. En disant aussi qu'ils utilisent des armes qui ne sont pas appropriées, puisque le flashball n'est pas nécessaire dans une manifestation et que encore un jeune a perdu un œil. Un mot maintenant sur le mouvement Nuit debout. Ça fait maintenant plus d'1 mois qu'il existe, place de la République. Vous l'avez dit, même ici à Saint-Quentin, il y a un mouvement qui émerge doucement. Quel regard vous portez dessus ? Est-ce que vous vous êtes rendu aussi place de la République pour voir ce qui se passait ? Moi, j'y suis passé qu'en journée, place de la République. J'ai pas passé la nuit, enfin la soirée. À Saint-Quentin, en Yvelines, je suis allé aussi à celle de création. Évidemment, nous, au Parti de gauche, on soutient. On soutient cette réappropriation du débat politique et de l'espace public. On trouve que c'est une excellente chose et c'est encore mieux quand ça se fait justement dans les quartiers comme à Saint-Quentin-en-Yvelines, à La Verrière, à Rambouillet, à Mantes-la-Jolie. Pourquoi ? Parce que c'est au plus près des gens. C'est-à-dire que les gens, ils ont des enfants, ils ont un boulot, ils ne peuvent pas aller passer leur nuit à Place de la République. C'est pas possible, ils ont d'autres contraintes. Mais pouvoir aller discuter une soirée ou deux dans la semaine en bas de chez eux, du monde politique et notamment des conditions de travail, faire converger toutes ces luttes, entendre à la fois le représentant syndical des travailleurs sans papier qui est en grève depuis bientôt 1 an à Montigny-le-Bretonneux parce que les agences d'intérim ne jouent pas le jeu pour leur permettre de régulariser leur situation alors même qu'ils ont un emploi. D'accord. En même temps faire converger les chauffeurs de bus qui étaient en grève il y a quelques semaines, etc., etc. Que tous ces gens se rendent compte qu'ils souffrent au travail ou qu'ils subissent des injustices ou des problèmes qu'ils ne devraient pas rencontrer. C'est important parce que ça permet aussi de chercher ensemble des solutions. Certains critiquent le mouvement. Alors, on ne parle pas là des violences qui peuvent être parfois le cas, notamment place de la République, mais le mouvement pour ses idées peut-être trop partisanes, trop classées à gauche de la gauche. Est-ce que c'est justifié selon vous ? Est-ce que c'est un vrai mouvement ouvert aujourd'hui ? Et imaginons, on est de droite, clairement, on est quelqu'un des Républicains ou autre. Oui. Est-ce qu'on a sa place dans ces mouvements sans souci ? Je pense que oui. Je pense que tout le monde a sa place dans un débat démocratique et tout le monde a le droit de parler. Je pense aussi que c'est la philosophie de départ de Nuit debout. Après, ce qui est... La philosophie de départ, ce qui veut dire que ce n'est plus forcément le cas. Ça veut dire que ça dépend des soirées et des personnalités. C'est-à-dire que l'on peut rencontrer des personnes qui ne souhaitent pas entendre des avis divers et qui pourtant sont là à Nuit debout. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très aléatoire. On va y aller une soirée et puis tout se passera bien, et puis l'autre soirée, on va être en conflit. Je pense donc on n'est pas devant un mouvement finalement qui peut être c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'organisé ni de noyauté je pense pas que ce soit infiltré par le NPA, le Parti de gauche, Lutte ouvrière. Je pense évidemment que le NPA, le Parti de gauche, Lutte ouvrière, le Parti communiste ont intérêt à être présents
et sont présents. Mais la consigne très claire, en tout cas à Nuit debout Saint-Quentin en Yvelines, c'est de venir sans badge, sans foulard, sans drapeau. Et de C'est-à-dire laisser les gens qu'on parle s'exprimer. en tant que personne et non pas en tant qu'adhérent d'un parti politique ou représentant d'un mouvement politique. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de donner la place aux personnes. Un dernier mot sur Nuit debout. Pour le moment, aucune revendication claire, si ce n'est le retrait de la loi travail. Pas de leader, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que ça peut durer longtemps ainsi, ou alors à un moment, il va falloir se structurer pour exister, peut-être aussi politiquement, peser sur les élections à venir? Moi, à titre personnel, je le souhaite. Je souhaite que Nuit debout ait un débouché politique concret. Il y a des expériences qui sont actuellement menées par certaines Nuits debout. Je pense à la Nuit debout de Grenoble qui a invité les autres Nuits debout à faire une coordination nationale des Nuits debout. À la Nuit debout de Nice qui propose pour des législatives partielles des candidats. Bref, il y a une tentative d'organisation politique. Moi, je pense qu'elle est nécessaire. Il ne faut pas qu'elle vienne trop vite parce que sinon, c'est de la récupération. Ça risque d'être de la récupération. Il faut donner le temps à la discussion, c'est certain. Je souhaite aussi que Nuit debout nous récupère la France insoumise. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a mis en place avec la France insoumise, c'est une plateforme de contribution programmatique. C'est un candidat qui, pour l'instant, est donné par les sondages comme celui qui peut gagner. Nuit debout qui soutient Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu l'espoir que vous avez aujourd'hui? Je leur propose. Maintenant, je souhaite pas que ça apparaisse comme tel parce que il faut que la démarche vienne de Nuit debout et pas de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça. Et Pierre Laurent a une phrase maladroite. Il a dit j'invite les militants de Nuit debout à adhérer au Parti communiste. Je ne pense pas que les militants de Nuit debout aient justement envie d'adhérer à un parti politique, sinon ils le seraient déjà. Ils ont envie de parler politique et déjà c'est un gros progrès. Et je les invite, moi, à se structurer et à réfléchir à quel débouché politique ils peuvent obtenir. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cette émission. Merci Thibaut Marchal d'avoir participé justement à ce numéro de l'hebdo politique. Je rappelle que vous êtes co-secrétaire départemental du Parti de gauche. Cette émission est à retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée et bonne semaine à tous à l'écoute de Sensation Yvelines. Merci, bonsoir. L'hebdo politique sur Sensation.